original que l'on développe dans le laboratoire. Je pense qu'on est un des très rares laboratoires au monde à travailler dans ce domaine, puisqu'il s'agit de micro-organismes. J'ai fait 4 heures de vidéo, sur ma lancée, c'est comme ça. Donc, puisqu'il s'agit de micro-organismes qui ressemblent beaucoup à des bactéries, mais qui ne sont pas absolument des bactéries, qu'on appelle des archées, et plus particulièrement, pour ne pas présenter ce que Didier Raoult fait à côté, je vais vous présenter un groupe d'archées plus particulier, qui sont les archées méthanogènes, c'est-à-dire des prokaryotes qui ont comme caractéristique fonctionnelle de transformer l'hydrogène produit par des bactéries, notamment anaérobies. Ils transforment cet hydrogène en méthane, et donc ça donne les flatulences. Alors, c'est ce qui indique d'emblée que l'on a probablement des archées méthanogènes dans le tube digestif, ce qui est le cas. Donc, si vous voulez, ces archées méthanogènes, encore une fois, se placent un petit peu dans l'ensemble du vivant, à côté des bactéries, à côté des virus, à côté des eucaryotes, par des caractéristiques que je ne vais pas développer ici, et à l'intérieur de ces archées constituent un monde en soi, avec différentes ramifications que l'on peut reconnaître, en particulier en étudiant le génome de ces prokaryotes, en étudiant tel ou tel gène de ces prokaryotes. Donc, un monde méconnu, vraiment méconnu, de prokaryotes qui sont des micro-organismes qui ont été initialement rapportés dans l'environnement de l'homme et initialement, plus particulièrement, dans des environnements qui semblent hostiles à l'homme, mais qui ne sont pas du tout hostiles pour ces micro-organismes. Et donc, initialement, ils ont été trouvés, vous voyez, dans des sources d'eau chaude ou sur des volcans. Inversement, certains ont été décrits, au contraire, vivant dans des zones très froides, y compris glacées. Certains ont été décrits dans des zones hypersalées. Donc, on en retrouve, si vous prenez par exemple du sel de table et que vous le mettez en culture, vous aurez la surprise de cultiver des archées halophiles. Dans des environnements acides, au contraire dans des environnements alcalins, et ainsi de suite. Donc au départ, ce sont des micro-organismes, encore une fois à côté des bactéries, décrits dans des environnements qui semblent des environnements extrêmes pour notre physiologie à nous. D'où le terme mal choisi de archaée, parce que ces environnements extrêmes, dans les années 70-80, évoquaient les conditions que l'on imaginait de naissance de la vie sur la Terre. C'est pas vrai, mais enfin c'est la conception que l'on avait il y a une trentaine d'années. Et puis ensuite on a retrouvé des archées dans des environnements déjà franchement moins extrêmes, vous voyez, dans des paramécies, dans des protozoaires, qui sont infectés par ces prokaryotes, et puis à la fin, eh bien, on a fini par retrouver des archées chez les mammifères, et en particulier chez l'homme. Et donc le premier qui a été décrit s'appelle Methanobrevibacter smithii, qui a été trouvé dans des selles chez l'homme, il y a, vous voyez, un peu plus de 30 ans maintenant. Quelques années après, la même équipe d'ailleurs a décrit une autre archée méthanogène, toujours dans les selles chez l'homme. Beaucoup plus tard, un troisième a été décrit cette fois-ci dans la cavité orale, Methanobrevibacter oralis. Et puis nous avons contribué, il y a maintenant 2 ans, à décrire une quatrième archée méthanogène, toujours dans le tube digestif, que l'on a joliment appelé Methanomassivicoccus pour évoquer notre vie, luminensis, parce que le travail a été fait en collaboration avec une équipe de Lumini, tout simplement. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle nous étions il y a, vous voyez, 3-4 ans, de savoir qu'il y a des archées méthanogènes qui colonisent finalement la totalité du tube digestif. Je ne le signale pas là, mais certaines de ces archées ont été également retrouvées sur la muqueuse vaginale, par exemple. Donc l'idée, c'est que ces archées, on peut les retrouver sur un certain nombre de muqueuses. Au laboratoire, on a mis en place un certain nombre d'outils qui nous ont permis de travailler ces archées. D'une part, des outils qui nous permettent de travailler le diagnostic moléculaire de ces archées. Donc on a mis en place des protocoles un petit peu spécifiques d'extraction des acides nucléiques pour pouvoir casser les parois de ces archées. Certaines de ces archées méthanogènes ont des parois extrêmement solides qui résistent, si vous voulez, au protocole habituel utilisé pour extraire l'ADN des échantillons. Donc on a travaillé l'extraction dans ce sens et on voit bien maintenant que l'extraction, qui est quand même l'étape pas tout à fait numéro 1, mais une des premières étapes lorsqu'on veut faire du diagnostic moléculaire, est un point extrêmement important, et que selon le type d'extraction que vous utilisez, eh bien, vous avez une capacité à travailler, à détecter tel ou tel micro-organisme, ou au contraire, vous n'avez pas la capacité à détecter tel ou tel micro-organisme. Donc on a travaillé ça pour augmenter nos capacités de détection des acides nucléiques de ces archées, et puis ça nous a permis donc de faire un premier
groupe de travaux, si vous voulez, basés sur la biologie moléculaire, où en particulier on a montré que cette archée, donc la première qui avait été décrite chez l'homme, dont la littérature disait qu'elle était présente chez environ un tiers des individus, mais en réalité, en retravaillant les protocoles d'extraction, simplement en faisant ça, on est passé de 30% de prévalence à 97,5 de mémoire, 0,7% de prévalence. Donc vous voyez, ça illustre le fait que, quand même, selon la technique de laboratoire que vous utilisez, les résultats ensuite que vous obtenez sont évidemment différents. L'image que vous avez du microbiote est quand même différente. Donc voici une archée qui est présente non pas chez tout le monde, tout au moins pour l'instant, mais presque chez tout le monde. Et puis on a continué à travailler naturellement, et puis on a donc détecté d'autres archées, par exemple Methanobrevibacter arboriphilicus, qui comme son nom l'indique est une archée qui n'était décrite jusqu'à présent qu'au contact des arbres, qui est responsable d'une maladie du tronc de l'arbre. Et bien on a été capable de la détecter ensuite chez l'homme. Donc tout un travail, vous voyez, basé sur la biologie moléculaire qui nous permet d'augmenter petit à petit le répertoire des archées méthanogènes que l'on peut associer aux flores du tube digestif chez l'homme. Deuxième type d'outils que l'on a mis en place au laboratoire, mon point de vue beaucoup plus intéressant, ce sont des outils ensuite pour être capable d'isoler et de cultiver ces archées méthanogènes à partir des prélèvements chez l'homme. Donc là aussi, on a travaillé avec différents étudiants en thèse sur la mise au point de techniques, de milieux pour cultiver ces micro-organismes. On a regardé les données de la littérature pour rendre les milieux de plus en plus versatiles, de plus en plus riches, de plus en plus ouverts sur les archées. Par exemple, on s'est rendu compte qu'un élément trace dont on ne parle pas beaucoup habituellement en microbiologie médicale, le tungstène, eh bien, était un élément trace qui était important, dont la concentration était importante pour se donner la capacité d'isoler des archées, probablement parce que ce tungstène est un cofacteur de certains enzymes qui sont eux-mêmes importants pour le métabolisme de ces micro-organismes. Et bref, on a travaillé les milieux, vous voyez, dans un deuxième axe maintenant, pour se donner une capacité d'isolement. Et donc on a fini par mettre au point un milieu, qui est un milieu qui nous a satisfait de façon temporaire, l'histoire n'est pas terminée, mais qui tout de même était un milieu beaucoup plus versatile que les milieux qui étaient disponibles à ce moment-là. L'idée, c'est que lorsque l'on a fait ce travail, il y avait pratiquement un milieu de culture pour chaque archée méthanogène que l'on voulait isoler, ce qui quand même n'est pas très pratique. Et ce travail a consisté à mettre en place un milieu au contraire versatile qui nous permettait d'isoler la plupart des archées méthanogènes qui étaient connus à ce moment-là. Et donc ça a contribué, encore une fois, à nous permettre l'isolement de microbes. Et donc ce microbe dont je vous ai présenté tout à l'heure des fragments d'ADN a été isolé et a constitué en son temps aussi un record du monde. Les records sont faits pour être dépassés, mais enfin il a obtenu quand même la médaille d'or puisque c'était le plus gros archée associé à l'homme et également le plus gros génome d'archée associé à l'homme. Très bien, on a montré, je ne comprends toujours pas le sens de ça, mais enfin l'observation est telle que, et ensuite la prévalence de telle ou telle archée variait en fonction de l'âge des individus, et qu'en particulier chez les personnes d'âge plus élevé, eh bien la prévalence des archées avait tendance à augmenter, ou tout au moins la prévalence de telle ou telle archée, singulièrement de celle que l'on a décrite à Marseille, augmentait avec l'âge. Et un point sur lequel on travaille actuellement, eh bien, c'est de savoir si, au-delà du fait que ces archées méthanogènes manifestement colonisent un certain nombre de muqueuses chez l'homme, et en particulier les régions anaérobies de muqueuses chez l'homme, est-ce que ces archées peuvent, au-delà de ça, avoir un rôle en pathologie? C'est ce que je vais vous présenter dans les dernières minutes. Qui a été contributif également à ce travail et qui est très utile pour nous actuellement, c'est la résistance de ces archées aux anti-infectieux, d'ailleurs, qui sont habituellement utilisés en microbiologie clinique. Et donc, en effet, je vous ai dit, ces archées se placent un peu à côté des bactéries. Une des raisons pour lesquelles elles se placent à côté des bactéries est que dans la paroi de ces archées, il n'y a pas de peptidoglycane, dont vous savez peut-être, dont vous apprendrez qu'il s'agit d'un constituant habituel de la membrane des bactéries. Et bien, ce peptidoglycane bactérien n'est pas présent dans les archées. Il y a un équivalent ciblé, mais pas le peptidoglycane. Le corollaire en matière d'antibiotiques est que les antibiotiques qui ont comme cible le peptidoglycane vont être évidemment inefficaces contre les archées. Donc les antibiotiques en question, en clair, sont les bêta-lactamines, pénicilline et céphalosporine, et d'autre part les glycopeptides. Donc c'est pratique pour nous parce que si vous incorporez des bêta-lactamines ou des glycopeptides dans votre milieu
culture, eh bien, éventuellement, vous allez détruire un certain nombre de bactéries, mais probablement pas les archées méthanogènes. Donc, on peut, par exemple, utiliser certains antibiotiques ou certains anti-infectieux dans nos milieux de culture pour éviter la croissance de bactéries qui ne nous intéressent pas et faciliter un petit peu la croissance des archées. L'autre point qu'on a remarqué qui est symbolisé sur cette jolie figure, c'est que, tout au moins, aussi lorsqu'on avait fait ce travail, eh bien, les molécules actives contre les archées étaient des molécules qui étaient également actives contre deux autres groupes de vie, c'est-à-dire d'un côté les eucaryotes et d'autre part les bactéries. Et donc c'était une sorte de petit théorème que l'on avait fait qui est symbolisé là, c'est que pour être une molécule anti-archée, il faut être par ailleurs à la fois une molécule anti-eucaryote et une molécule antibactérienne. Par exemple, eh bien, le métronidazole, par exemple, le flagile, est une molécule active contre quand même un grand nombre d'eucaryotes, parasites, active, vous savez, contre un grand nombre de bactéries anaérobies, active également contre les archées. C'est un exemple, il y en a quelques autres. Et donc on peut se servir de cela au point où on en était pour l'isolement des archées. L'étape suivante, naturellement, c'est, comme je vous l'ai dit, de se poser la question si, au-delà de leur rôle dans la physiologie des microbiotes et des muqueuses, ces archées peuvent avoir un rôle en pathologie. Donc, je vais vous présenter très rapidement 2 ou 3 images qui tendent à montrer que oui, il est bien possible que les archées méthanogènes aient un rôle en pathologie chez l'homme. Ce sont des données donc très récentes qui n'ont pas encore été présentées dans la littérature. Bon, il y avait quand même des données un peu préliminaires sur une maladie particulière qui s'appelle la périodontopathie. En clair, c'est les poches qui se creusent autour des dents et qui peuvent aboutir au déchaussement des dents, à la perte de dents. Et l'on sait qu'à l'intérieur de ces poches parodontales, il y a une flore mixte qui comporte d'une part un certain nombre de bactéries anaérobies, dont Treponema denticola, et on sait maintenant qu'il y a également des archées méthanogènes anaérobies là-dedans. Ça ne veut pas dire que les archées méthanogènes, ni d'ailleurs les bactéries anaérobies, ont un rôle direct dans cette maladie. Enfin, on sait que cette flore compliquée est associée, en tous les cas, à cette maladie. Donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin récemment dans le laboratoire, et donc en 2 minutes, les données actuelles, eh bien, on a commencé à regarder dans les abcès cérébraux, en partant d'une idée qui est, peut-être ça verrait fausse à la fin, mais enfin c'est comme ça, on s'était dit, bien, puisque l'on sait qu'il y a des archées méthanogènes, disons dans la flore des dents, autour des dents, d'une part, et l'on sait par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'abcès cérébraux qui sont liés, dans lesquels on retrouve une flore dentaire. Donc on s'est dit, du coup, on va regarder si dans ces abcès cérébraux, on peut retrouver aussi des archées méthanogènes. Pour l'instant, c'est très préliminaire, mais on a au moins un patient pour lequel la réponse est oui, mais qui ne répond pas entièrement à ce que l'on voulait dire, puisqu'il s'agit d'un abcès cérébral dans lequel la microbiologie de routine est restée négative, on n'a retrouvé ni bactéries aérobies, ni bactéries anaérobies, et dans cet abcès cérébral, on a retrouvé, donc il est bien possible que l'hypothèse du départ soit pas bonne, mais dans cet abcès, on a beaucoup d'évidences pour penser, alors il y a un vrai abcès avec du pus par contre, et bien dans cet abcès, on a quand même des évidences qui s'accumulent pour penser que l'on a une archée méthanogène qui s'appelle Methanobrevibacter smithii, celle qui colonise le tube digestif de la plupart des individus. Et donc ça, très rapidement, c'est une technique qui s'appelle une technique de FISH, F-I-S-H, c'est-à-dire une technique de fluorescence in situ qui va rechercher par fluorescence des acides nucléiques. Et pour le faire rapidement, vous avez un contrôle en haut à gauche en bleu qui est du DAPI, c'est-à-dire on colore le fait qu'il y ait des acides nucléiques tout court, donc on voit qu'il y a des acides nucléiques, un contrôle négatif qui est rouge, qui est bien négatif, et ensuite vous avez une sonde qui reconnaît spécifiquement cette fois-ci un fragment du génome de l'archée Methanobrevibacter smithii et qui s'allume en vert, et si on superpose, ça tombe assez bien. Donc à la fois on voit qu'il y a probablement des acides nucléiques et peut-être des microbes, et que quand on essaie de mettre la sonde contre l'archée, ça colle au même endroit. Je n'ai pas superposé là pour que ça soit visible, mais ça colle au même endroit. Donc c'est une première ligne d'évidence pour dire que finalement en microscopie, à l'examen direct microscopique par fiche, eh bien, il semble bien qu'on trouve l'archée méthanogène. On a fait bien entendu une amplification et un séquençage en présence des témoins, je vous passe les détails. On a réussi à montrer que ça donne une séquence qui est une séquence de Methanobrevibacter smithii, bien sûr avec nos témoins négatifs, et puis surtout beaucoup plus convaincant, lorsque l'on met l'abcès cérébral dans les conditions de culture, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai omis de vous dire que comme ce sont des archées méthanogènes, non seulement il faut que le milieu soit très très particulier, tout au moins jusqu'à présent,
Et jusqu'à présent aussi, il fallait donner de l'hydrogène à ces archées. Autrement dit, il faut travailler ça dans une enceinte qui contient 80% d'hydrogène, ce qui n'est quand même pas banal en microbiologie clinique. Lorsque l'on fait ça, eh bien, on voit un dégagement d'oxygène, et on en est, un dégagement de méthane, qui témoigne du fait qu'il y a un microbe qui a bien converti l'hydrogène de l'atmosphère fourni en méthane. Et puis, on en est actuellement au stade de colonie, on vient de refaire la PCR séquence sur nos colonies, et donc on a bien des colonies de Methanobrevibacter smithii à partir d'un abcès cérébral pour lequel on a par ailleurs des évidences en microscopie et en PCR séquençage direct. Donc c'est un premier élément qui tente à montrer qu'il est possible de retrouver au moins Methanobrevibacter smithii dans des abcès cérébraux, mais pas nécessairement dans des abcès dans lesquels il y avait une flore complexe. Deuxième exemple, et je termine là, on travaille en parallèle les sinusites, un peu d'ailleurs sur la même idée, qui est qu'une partie des sinusites comporte une flore probablement d'origine dentaire. On est parti sur le même schéma. Bon, là, je ne vous fais pas voir les images, mais également, on a maintenant un patient pour lequel on a de façon de vue indiscutable, isolé, Methanobrevibacter oralis, cette fois-ci, donc une archée un petit peu différente, dans un pu de sinusite. Je m'arrête là, donc juste pour dire que oui, c'est un champ qui est quand même très très peu travaillé dans la littérature. Donc pour ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est un champ entièrement ouvert qui est nouveau, qui est vraiment émergent. Très peu de laboratoires travaillent cela en microbiologie clinique. Deuxièmement, on est en train de passer donc de ces archées méthanogènes comme étant présents dans les microbiotes humains à des rôles peut-être petit à petit, à construire peut-être petit à petit un rôle en pathologie. Et du coup, les travaux qu'on avait faits sur les antibiotiques reprennent un sens d'autant plus intéressant. Merci. Très bien, merci. C'est